Au beau milieu d'une photo de groupe lors de la fête d'anniversaire de ma femme, elle a lancé avec dédain, sors du cadre. Ta tête gâche l'esthétique de la photo. Je suis sorti du champ et j'ai continué à marcher. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sans un regard en arrière. Plus tard dans la soirée, une de ses amies m'a envoyé un message, elle pleure encore. Mais ce que ma femme ignorait, c'est que je planifiais ma sortie depuis des mois. Et ce qui s'est passé ensuite a complètement détruit la vie parfaite qu'elle pensait avoir bâtie. Je m'appelle Charles Renaud. J'ai 41 ans et jusqu'à il y a 8 mois, je pensais avoir un mariage correct. Pas parfait, mais correct. Je dirige une agence prospère d'immobilier d'entreprise à La Défense, le quartier des affaires de Paris, le genre d'activité qui exige de longues heures et une attention constante aux détails. Ma femme, Valérie, a 38 ans, travaille comme directrice de création pour une agence de marketing pointue dans le Marais, et a toujours été obsédée par les apparences. À quoi ressemblaient les choses, à quoi nous ressemblions, à quoi notre vie ressemblait pour ceux qui nous regardaient. Nous étions mariés depuis 13 ans, sans enfants par choix. Valérie disait que les enfants nuiraient à sa trajectoire de carrière. Et honnêtement, j'étais soulagé. J'avais vu assez d'amis piégés dans des mariages misérables, restant ensemble uniquement pour les enfants. Au moins, Valérie et moi avions la liberté de partir si les choses tournaient mal. Je n'avais juste jamais imaginé à quel point elles tourneraient mal. La fête d'anniversaire avait lieu au Ciel, ce restaurant branché sur un toit-terrasse du 8e arrondissement où les cocktails coûtent 22 € et les portions sont conçues pour Instagram plutôt que pour la consommation humaine réelle. Valérie planifiait cela depuis des semaines, obsédée par chaque détail. La liste des invités, la décoration, le photographe qu'elle avait engagé pour capturer des moments candides qui auraient l'air spontanés sur les réseaux sociaux. J'avais proposé d'aider à l'organisation, mais Valérie m'avait écarté à chaque fois. Sois juste présent et ne me fais pas honte, fut sa phrase exacte. Cela aurait dû être mon premier avertissement que cette nuit n'allait pas bien se terminer. La fête a commencé à 19 h. Je suis arrivé à 18h45 portant le costume bleu marine que Valérie avait choisi pour moi la semaine précédente. Elle m'avait fait essayer 4 options différentes, critiquant chacune comme si elle jugeait un défilé de mode plutôt que d'aider son mari à s'habiller pour son anniversaire. Quand je suis entré, Valérie m'a à peine salué. Elle était trop occupée à diriger son photographe, un gamin d'une vingtaine d'années nommé Théo, qui n'arrêtait pas de l'appeler Val comme s'ils étaient de vieux amis. Elle s'était positionnée près de la rambarde où les lumières de la ville créaient la toile de fond parfaite, sa robe bordeaux captant le soleil de l'heure dorée qui commençait tout juste à se coucher sur Paris. « Charles, tu es là » a-t-elle dit quand elle m'a enfin remarqué, le ton plat. « Essaie de socialiser. Ne reste pas planté là à avoir l'air gauche. » J'ai pris un verre au bar et j'ai fait la conversation avec des gens que je connaissais à peine. Les collègues de Valérie, dont la plupart me traitaient comme un meuble. Un meuble coûteux assorti au décor mais ne servant à rien de concret. Sa meilleure amie, Laurence, m'a adressé un sourire compatissant quand elle m'a vu seul près de la table des amuse-bouches. « Comment tu tiens le coup » a demandé Laurence doucement. « Ça va » ai-je menti. J'essaie juste de ne pas gêner. L'expression de Laurence suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Valérie a coupé la musique d'ambiance et les conversations. Tout le monde, c'est l'heure de la photo de groupe, a annoncé Valérie, faisant signe aux gens de venir vers son spot photo désigné. Théo va capturer ça avant que la lumière ne change. Je me suis dirigé vers le groupe naturellement, me positionnant sur le bord où je me tenais habituellement lors de ces événements. Valérie avait une esthétique spécifique qu'elle maintenait sur les réseaux sociaux, épurée, soignée, aspirationnelle. J'avais appris au fil des années que mon rôle dans sa narration visuelle était minimal, présent, mais pas proéminent. Mais apparemment ce soir-là, même une présence minimale était de trop. « Charles, qu'est-ce que tu fais » a demandé Valérie, la voix aiguë d'irritation. Je l'ai regardé, confus. « Je me mets sur la photo ?»« Sors du cadre » a-t-elle dit, n'essayant même pas de baisser la voix. « Ta tête gâche l'esthétique. » Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Autour de nous, les conversations se sont tues. Les gens qui riaient quelques secondes avant sont devenus silencieux. Même Théo a baissé son appareil photo, clairement mal à l'aise avec ce dont il était témoin. Je suis resté là peut-être 3 secondes, traitant ce qu'elle venait de dire. Puis quelque chose en moi a fait un déclic. Pas de la colère, pas de la blessure, juste de la clarté. Une clarté pure et cristalline sur ce qu'était devenu exactement mon mariage.
Je suis sorti du champ et j'ai continué à marcher devant le groupe de personnes qui chuchotaient maintenant et échangeaient des regards gênés. Passé le bar où j'avais laissé mon verre, passé Laurence qui a tendu la main vers moi mais n'a rien dit. Directement vers l'ascenseur. Mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'atteigne ma voiture. Message après message, appel après appel. J'ai tout ignoré. J'ai démarré le moteur, je suis sorti du parking et j'ai conduit. Pas vers la maison. Je ne pouvais pas retourner dans l'appartement haussmannien que je partageais avec Valérie depuis 13 ans. Pas ce soir. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à mon bureau à La Défense, je suis entré avec mon badge et je me suis assis dans le noir, fixant la ligne d'horizon de Paris à travers mes baies vitrées. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec un texto de Laurence, elle pleure encore. Elle dit qu'elle ne le pensait pas de la façon dont ça a sonné. Tu devrais l'appeler. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro de Valérie et je me suis remis à regarder les lumières de la ville. Ce que Laurence, Valérie et tous les invités de cette fête ne savaient pas, c'est que je planifiais ma sortie depuis 8 mois. Depuis que j'avais découvert que l'obsession de ma femme pour la perfection esthétique s'étendait bien au-delà des filtres Instagram et de l'organisation de fêtes d'anniversaire. Avant de continuer avec ce que j'ai découvert sur Valérie, je veux vous demander quelque chose. Si cette histoire résonne en vous, si vous vous êtes déjà senti invisible dans votre propre relation, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Laissez un commentaire pour me raconter un moment où vous avez réalisé que vous méritiez mieux. Et éclatez ce bouton j'aime parce que cette histoire est sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Croyez-moi, vous voulez rester pour la suite. 8 mois avant la fête d'anniversaire, j'étais rentré tôt d'un voyage d'affaires. Ma réunion à Bordeaux avait été annulée à la dernière minute. Donc, au lieu de rester pour la nuit, j'ai pris un train plus tôt et j'étais de retour à Paris à 20h un jeudi. L'appartement était sombre quand je suis entré, ce qui était étrange car la voiture de Valérie était au parking. Je suis entré doucement, pensant qu'elle était peut-être allée se coucher tôt avec une migraine, quelque chose qu'elle faisait occasionnellement quand le stress du travail devenait intense. Mais Valérie n'était pas au lit. Elle était dans mon bureau à la maison, assise à mon bureau, fouillant dans les fichiers de mon ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé depuis l'encadrement de la porte. Elle a sursauté, littéralement bondi, sa main volant vers sa poitrine. « Mon Dieu, Charles, tu m'as fait peur. Tu es sur mon ordinateur. » J'avais besoin de vérifier quelque chose pour le travail. Mon ordinateur portable est déchargé et je ne trouvais pas mon chargeur. Elle fermait déjà des fenêtres, bougeant trop vite, son explication trop répétée. J'ai avancé dans la pièce. Que cherchais-tu ? Juste un fichier pour une présentation client. Elle s'est levée en lissant sa robe. Quand es-tu rentré ? Il y a environ 2 minutes. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mes fichiers récents. Elle avait regardé mes relevés bancaires, spécifiquement mes comptes personnels que je gardais séparés de notre compte joint. Valérie, pourquoi regardais-tu mes relevés bancaires ? Son expression est passée de nerveuse à défensive. Parce que tu me caches de l'argent. Je l'ai fixé. J'ai un compte personnel. J'ai toujours eu un compte personnel. Tu en as un aussi. Ce n'est pas cacher de l'argent. C'est maintenir une indépendance financière comme nous l'avons convenu quand nous nous sommes mariés. Tu as presque 350 000 € sur ce compte, Charles. 350 000. Et tu ne me l'as jamais dit ? Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. C'est de ça qu'il s'agit ? Tu veux accéder à mes économies personnelles. Nous sommes mariés. Ce qui est à toi est à moi. Nous sommes sous le régime de la séparation de biens, Valérie. Les termes sont très clairs concernant les biens propres. Elle a croisé les bras. Ce contrat a 13 ans. Les choses changent. Quelle chose ? Je pense à lancer ma propre agence. J'ai besoin de capital. Et voilà. Pas d'inquiétude pour notre mariage ou notre partenariat financier. Juste une autre transaction dans la quête constante de Valérie pour le statut et le succès. De combien as-tu besoin ? Ai-je demandé, sachant déjà que je ne lui donnerais pas un centime. De tout. J'ai besoin de la totalité pour un lancement correct, pour rivaliser avec les grandes agences. J'ai ri. J'ai réellement ri. Tu veux que je te remette 350 000 € que j'économise depuis 20 ans pour que tu puisses lancer une entreprise. Je suis ton mari, pas ta banque. Le visage de Valérie s'est durci.
Bien, alors je l'obtiendrai d'une autre manière. Elle a quitté la pièce et je suis resté là à traiter ce qui venait de se passer. Ma femme avait fouiné dans mes informations financières privées, prévoyant d'exiger de l'argent qui n'était pas le sien, et semblait sincèrement en colère que je ne le lui remette pas simplement. C'est là que j'ai commencé à faire attention. Vraiment faire attention. Au cours des semaines suivantes, j'ai remarqué des choses que j'avais été trop occupé ou trop confiant pour voir avant. Le téléphone de Valérie était toujours face contre table. Elle avait commencé à tout protéger par mot de passe, même son ordinateur portable qu'elle laissait habituellement ouvert sur le comptoir de la cuisine. Elle avait des réunions tardives 3 ou 4 soirs par semaine, rentrant après 22 heures en sentant le vin cher et inventant des excuses sur des clients difficiles. Mais la vraie confirmation est venue de mon associé, Nicolas, qui connaissait Valérie depuis presque aussi longtemps que moi. « Charles, je dois te dire quelque chose » a dit Nicolas un après-midi dans mon bureau. Il avait l'air mal à l'aise, changeant constamment de pied d'appui. « Et je déteste être le porteur de mauvaises nouvelles, mais tu dois savoir. »« Qu'est-ce qu'il y a ? » ?»« J'ai vu Valérie mardi dernier chez Monsieur Bleu. Elle dînait avec quelqu'un. Monsieur Bleu était un restaurant haut de gamme près du Trocadéro, le genre d'endroit où l'on emmène quelqu'un qu'on veut impressionner ou avec qui on couche. Avec qui était-elle ? Nicolas a sorti son téléphone et m'a montré une photo. Valérie était assise dans une banquette d'angle avec un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, costume sur mesure, le genre d'assurance corporative que l'argent et le succès créent. Ils ne se touchaient pas, mais leur langage corporel était intime, penchés l'un vers l'autre. La main de Valérie sur la table, assez proche de la sienne pour que cela puisse être fortuit ou intentionnel. C'est qui ? Benoît Moreau, PDG de Moreau Digital. C'est l'une des plus grandes agences de marketing de Paris. Tout s'est mis en place, les réunions tardives, la nouvelle obsession pour son apparence, l'intérêt soudain pour mon argent. Valérie ne pensait pas seulement à lancer sa propre agence. Elle prévoyait de me quitter pour quelqu'un avec plus d'argent, plus de statut, plus d'attrait esthétique. J'ai remercié Nicolas et j'ai passé le mois suivant à rassembler des preuves. Pas pour me venger, mais pour me protéger. Je connaissais Valérie, je savais qu'elle essaierait de me peindre comme le méchant, de tisser une narration sur un mari négligent qui ne soutenait pas ses rêves. J'avais besoin de preuves de ce qu'elle était vraiment. J'ai engagé une détective privée, une femme nommée Rachel Tournier, spécialisée dans les affaires conjugales et chaudement recommandée par un de mes amis avocats. Rachel était minutieuse. En 2 semaines, elle avait des photos de Valérie rencontrant Benoît Moreau dans des hôtels, des restaurants, et son loft dans le 16e arrondissement. Il n'essayait même pas de se cacher. Il supposait juste que j'étais trop stupide ou trop occupé pour le remarquer. Le rapport de la détective a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Valérie voyait Benoît depuis presque 6 mois. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence du secteur et avaient apparemment décidé qu'ils étaient des âmes sœurs ou tout autre terme que les gens utilisent pour justifier la destruction de leur mariage. Benoît était en instance de divorce avec sa seconde femme. Et selon les sources de Rachel, il avait promis à Valérie un poste dans son entreprise une fois qu'elle serait libre de moi. Mais voilà le truc avec les gens comme Benoît Moreau, ils n'arrivent pas au sommet en étant gentils ou en tenant leurs promesses. Ils y arrivent en utilisant les gens et en les jetant quand ils ne sont plus utiles. J'ai gardé tout cela pour moi. J'ai continué la routine de la vie conjugale normale tout en me préparant à l'inévitable. J'ai déplacé de l'argent vers des comptes que Valérie ne connaissait pas. J'ai mis à jour mon testament. J'ai fait des copies de tous nos documents financiers. J'ai même commencé à regarder des appartements, des endroits où je pourrais aller quand tout s'effondrerait finalement. La fête d'anniversaire devait être mon opportunité de sortie. J'avais prévu de rester pour le dîner, faire acte de présence pour le bien de ses amis et de sa famille, puis lui dire en privé le lendemain que je voulais divorcer. Propre, simple, digne. Mais quand elle m'a dit de sortir de la photo, quand elle m'a humilié devant 50 personnes juste pour maintenir son esthétique parfaite, quelque chose a changé. J'ai réalisé que je ne lui devais aucune dignité, aucune conversation privée ni sortie gracieuse. Elle avait fait de notre mariage une performance publique. J'y mettrai fin de la même manière. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé de mon bureau. Ma nuque était raide, mon costume était froissé, et mon téléphone affichait 73 appels manqués. La plupart de Valérie, certains de ses amis, quelques-uns de sa mère, que j'avais toujours soupçonné de ne pas m'aimer beaucoup. J'ai ignoré tout le monde et j'ai appelé mon avocat à la place. David, c'est Charles Renaud.
Je dois déposer la demande de divorce aujourd'hui. David s'attendait à cet appel. Nous en avions discuté il y a 3 mois quand j'avais commencé à me préparer. J'aurai les papiers prêts pour midi. Tu veux qu'on lui signifie ou tu le fais toi-même? Fais-les livrer à son bureau à 14 heures. Assure-toi que son assistante soit là pour en être témoin. Si Valérie voulait un drame public, je lui donnerai un drame public. J'ai passé la matinée à la salle de sport, puis je me suis fait couper les cheveux, j'ai acheté 3 nouveaux costumes et j'ai emménagé dans l'appartement meublé que j'avais loué 2 semaines auparavant via une SCI que mon avocat avait créée. Au moment où les papiers du divorce ont été livrés au bureau de Valérie, j'étais installé dans mon nouvel endroit avec un bourbon et 0 regret. Mon téléphone a explosé vers 14h30, mais j'avais déjà bloqué le numéro de Valérie. Les appels arrivaient de numéros que je ne reconnaissais pas, que j'ai aussi ignorés. Finalement, vers 18h, Laurence a appelé. « Charles, bon sang, qu'est-ce qui se passe? » J'ai demandé le divorce. C'est assez clair. À cause de ce qui s'est passé à la fête? Elle ne le pensait pas comme ça. Elle était juste stressée que tout soit parfait. Laurence, je vais te dire quelque chose parce que tu as toujours été correcte avec moi. Valérie a une liaison avec Benoît Moreau depuis 6 mois. Elle prévoyait de me quitter de toute façon. L'histoire de la photo a juste accéléré mon calendrier. Silence. Alors comment sais-tu pour Benoît? Tu savais? Je me doutais qu'elle était différente ces derniers temps. Secrète, mais Charles, je n'avais pas de preuves. Et je ne voulais pas interférer dans ton mariage sur un soupçon. J'apprécie cela. Mais j'ai des preuves maintenant. Photos, relevés financiers, tout ce dont j'ai besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Divorcer, protéger mes actifs et continuer ma vie. Laurence a soupiré. Elle va se battre. Tu le sais. Laisse-la se battre. Elle perdra. Après avoir raccroché avec Laurence, je me suis versé un autre bourbon et j'ai ouvert le rapport de la détective sur mon ordinateur portable. 200 pages de documentation, des photos de Valérie et Benoît au restaurant, à l'hôtel, à son loft, des enregistrements de messages que Rachel avait obtenus par des méthodes sur lesquelles je n'ai pas posé de questions. Des transactions financières montrant que Benoît payait pour les rendez-vous coiffure de Valérie, sa nouvelle garde-robe, même le photographe pour sa fête d'anniversaire. Ce dernier détail m'a fait rire. J'avais payé pour le lieu, la nourriture, l'alcool, mais Benoît avait payé Théo pour capturer le moment esthétique parfait de Valérie. Le moment où elle m'avait humilié devant 50 personnes pour paraître mieux à ses yeux. Le divorce a avancé vite une fois la demande déposée. Valérie a essayé de contester le contrat de mariage, prétendant qu'il avait été signé sous la contrainte il y a 13 ans, que je l'avais forcé à garder nos finances séparées parce que je ne lui avais jamais fait confiance. Mon avocat a démoli cet argument en environ 15 minutes lors de notre première session de médiation. Madame Renaud, a dit David, la voix calme mais ferme. Vous étiez représenté par votre propre avocat lorsque vous avez signé ce contrat. Vous avez négocié plusieurs termes favorables. Il n'y a eu aucune contrainte. L'avocate de Valérie, une requin nommée Patricia Vasseur, spécialisée dans les divorces à gros enjeux, a tenté un angle différent. Ma cliente mérite une prestation compensatoire pour 13 ans de charges émotionnelles, ayant soutenu la carrière de Monsieur Renaud tout en sacrifiant son propre avancement. J'ai failli rire à cela. Valérie avait toujours été plus concentrée sur sa carrière que sur la mienne, mais David était prêt pour ça aussi. Madame Renaud entretient une relation extra-conjugale avec Benoît Moreau, PDG de Moreau Digital, depuis environ 6 mois. David a fait glisser un dossier sur la table. Ce sont des photographies et des dossiers financiers documentant leur relation. Monsieur Renaud a été plus que patient concernant l'infidélité de sa femme. Le visage de Valérie est devenu blanc. Patricia a ouvert le dossier, scanné les premières pages, puis l'a refermé rapidement. Nous avons besoin d'une suspension de séance, a dit Patricia. Pendant la pause, j'ai attendu dans la salle de conférence de David pendant qu'il gérait des appels avec d'autres clients. 30 minutes plus tard, il est revenu avec des nouvelles. Ils veulent transiger. Valérie garde sa voiture. Tu gardes tout le reste. Pas de prestations compensatoires, rupture nette. Et pour la liaison? Est-ce que Benoît sait qu'elle essaie encore d'avoir mon argent? David a souri. En fait, j'ai une information sur Monsieur Moreau que tu pourrais trouver intéressante. Il ne divorce pas de sa seconde femme. Ils se sont réconciliés il y a 2 mois. Je l'ai fixé.
Quoi? Benoît Moreau et sa femme ont renouvelé leurs vœux dans le Luberon le mois dernier. Cérémonie très privée. J'ai une source dans son cabinet qui l'a confirmé. Donc Valérie couche avec un homme marié qui reste marié à quelqu'un d'autre. Il semble que oui. Les pièces sont tombées en place. Benoît utilisait Valérie de la même manière qu'elle avait essayé de m'utiliser. Il lui avait probablement promis tout ce qu'elle voulait sans jamais avoir l'intention de donner suite. Et maintenant, elle était sur le point de perdre son mariage, sa source de revenus et son amant d'un seul coup. Dis-leur que j'accepte l'accord, ai-je dit. Mais j'ai une condition supplémentaire. Laquelle? Valérie doit annoncer sur ses réseaux sociaux que nous divorçons à cause de son infidélité. Honnêteté totale, pas de manipulation, pas de récit pour attirer la sympathie, juste la vérité. David a haussé un sourcil. C'est inhabituel. Tout comme s'entendre dire de sortir du cadre parce que ton visage gâche l'esthétique. Il a passé l'appel. L'avocate de Valérie a résisté, mais David a été ferme. Soit Valérie acceptait tous les termes, soit nous allions au tribunal où des détails encore plus embarrassants deviendraient publics. Elle a accepté. 3 jours plus tard, Valérie a publié une déclaration sur Instagram. Pas de filtre, pas d'image soigneusement travaillée, juste du texte brut sur fond blanc. Charles et moi divorçons. C'est entièrement de ma faute. J'ai eu une liaison et j'ai trahi l'homme qui n'a été que bon pour moi pendant 13 ans. J'ai choisi mon ego plutôt que mon mariage, et maintenant je fais face aux conséquences. J'espère que d'autres pourront apprendre de mes erreurs. Le post a reçu plus de 1000 commentaires avant qu'elle ne les désactive, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues dans les cercles sociaux parisiens. L'image de marque soigneusement curatée de Valérie détruite en un seul moment d'honnêteté. Laurence m'a envoyé un message plus tard ce jour-là. Ça demandait du cran de lui faire poster ça, mais c'était la bonne chose à faire. Comment va-t-elle? Pas super. Benoît a coupé les ponts complètement quand sa femme l'a découvert. Valérie va probablement perdre son travail aussi. L'agence ne veut pas de ce genre de drame. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas tout à fait de la satisfaction, pas tout à fait de la sympathie, juste la reconnaissance que les actions ont des conséquences. Dis-lui que j'espère qu'elle s'en sortira, ai-je dit. Le feras-tu? Ferai-je quoi? T'en sortir. Avancer. Être heureux. J'ai pensé à cette question en regardant autour de mon nouvel appartement. Il n'était pas aussi grand que celui que j'avais partagé avec Valérie. Les meubles étaient temporaires. Les murs étaient nus. Et je n'avais aucune des œuvres d'art coûteuses qu'elle avait insisté pour que nous achetions au fil des années. Mais c'était à moi. Complètement et entièrement à moi. Pas de performance, pas d'esthétique, pas d'essai d'être quelqu'un que je n'étais pas juste pour m'intégrer dans son image parfaite. Oui, ai-je dit à Laurence. Je pense que oui. 6 mois après que le divorce a été finalisé, j'ai croisé Valérie dans un café du centre-ville. Elle avait l'air différente, plus vieille d'une certaine manière, fatiguée. Ses cheveux n'étaient pas coiffés comme elle avait l'habitude de les porter, et elle portait un jean et un pull au lieu de ses tenues de créateur habituelles. Charles, a-t-elle dit quand elle m'a vu. On peut parler? Nous nous sommes assis à une table dans un coin. Valérie a commandé un café noir. Pas de boisson de spécialité élaborée avec des laits alternatifs spécifiques et des shots supplémentaires. Juste du café. Je voulais m'excuser, a-t-elle commencé, pour tout. La fête, la liaison, la façon dont je t'ai traité. D'accord, c'est tout. Juste d'accord. J'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Valérie? C'est fait. Nous sommes divorcés. Tu avances. J'avance. Es-tu heureux? Je le suis, en fait. Et toi? Elle a ri amèrement. Non. Benoît ne retourne pas mes appels. J'ai perdu mon travail. Je vis chez ma mère parce que je ne peux pas me permettre un loyer seul et j'ai dû tout vendre. Mon nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux a chuté de 70% après ce post que tu m'as fait écrire. Je ne t'ai rien fait écrire. C'était la condition pour un règlement amiable. Tu as accepté. Je sais. Elle a enroulé ses mains autour de sa tasse de café. Je voudrais juste pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment. Nous le voulons tous, mais nous ne pouvons pas. Nous devons juste vivre avec les choix que nous avons faits. Est-ce que tu me détestes?
J'ai pensé à cette question. Est-ce que je la détestais? Non. La haine nécessitait de s'en soucier, et j'avais cessé de me soucier de Valérie le soir où elle m'a dit de sortir de la photo. Je ne te déteste pas, ai-je dit finalement. Je ne ressens juste plus rien pour toi. Tu voulais que je sois invisible. Maintenant je le suis. Du moins pour toi. Les yeux de Valérie se sont remplis de larmes, mais je ne l'ai pas réconfortée. Ce n'était plus mon travail. J'ai fini mon café, je lui ai souhaité bonne chance et je suis parti. Dehors, le soleil parisien brillait. Le printemps se transformait en été, et le ciel au-dessus des immeubles haussmanniens semblait clair et proche. J'avais une réunion avec un client potentiel dans 1 heure, un dîner prévu avec quelqu'un que j'avais rencontré par l'intermédiaire de Nicolas ce soir-là, et absolument zéro regret d'avoir quitté cette photo. Parfois, la meilleure décision que vous puissiez prendre est de sortir du cadre et de continuer à marcher. De refuser d'être invisible dans votre propre vie, de comprendre que si quelqu'un vous traite comme si vous gâchiez son esthétique, vous n'êtes pas le problème, c'est eux. Je m'appelle Charles Renaud et j'ai appris que ma valeur n'est pas déterminée par mon apparence sur la photo de quelqu'un d'autre. Elle est déterminée par la façon dont je me sens quand je me tiens debout par moi-même. Et en ce moment, je me sens sacrément bien.